À la une ce soir, le Tour d'Aillols, première étape Fort-de-France, Anse d'Arlet, Rosette Orange qui arrive, garde le maillot rouge, obtenu hier lors du prologue. Une victoire acquise de justesse lors des dernières minutes de course. On verra cela dès le début de ce journal. Les dessus de la pub du Tour d'Aillols, les enseignes payent cher pour afficher leur marque. La fédération d'Aillols a mis en place des brigades pour contrôler les affichages illégaux. Certains tentent de passer par les mailles du filet, vous le verrez. Le mois de juillet 2017, dans le top 3 des plus chauds jamais enregistrés en Martinique, selon Météo France. Cela s'explique par un fort ensoleillement. Notre île est pour le moment épargnée par les intempéries de la saison cyclonique. Et puis nous irons au Vauclin à la rencontre d'une vingtaine de jeunes en voie d'insertion. Ils ont entre 16 et 25 ans et participent à un chantier pédagogique installé au quartier Petite Ravine. Et puis notre invité ce soir, Maurice Belrose, professeur d'université, spécialiste de la littérature vénézuélienne. Avec lui, nous reviendrons sur la crise politique qui traverse le pays. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Après avoir remporté le prologue, Rosette Orange engrange la victoire de la première étape de ce Tour d'Aillols 2017. Une arrivée aux Anses d'Arlet sur le fil du rasoir avec seulement 35 secondes d'avance sur EFR Chamflore. En troisième position, Digicel Petit Navire. Demain, deuxième étape entre les Anses d'Arlet et le Marin. Toute l'actualité de cette nouvelle journée de compétition à suivre dans le magazine du Tour d'Aillols ce soir à 20h sur ATV. Et jusqu'à présent, le soleil brille sur ce Tour d'Aillols. Le mois de juillet fait d'ailleurs partie des mois les plus chauds jamais enregistrés en Martinique. Température moyenne maximale 31,4 degrés Celsius. Une forte chaleur due à un ciel dégagé. Conséquence, les ventes de ventilateurs ont grimpé et chacun cherche à se rafraîchir comme il le peut. Le reportage de Louis Sabas. Il fait chaud et tous les jours c'est pareil. Et pour cause, ce mois de juillet est l'un des plus ensoleillés et des plus chauds de ces 20 dernières années. Forcément, le phénomène ne passe pas inaperçu et il pousse certains Martiniquais à rechercher la fraîcheur, celle de la mer par exemple. J'en profite pour justement venir me détendre à la plage, venir profiter justement pour me faire du bien. Il fait très chaud, très chaud. On fait une petite marche dans l'eau, ça nous rafraîchit les jambes. Depuis quelques temps, on ressent vraiment que la chaleur elle est vraiment intense. D'ailleurs, moi-même, je prends en limite 4 douches par jour pour vous dire comment il fait vraiment chaud. Juillet 2017, c'est une moyenne de 31,5 degrés avec 7 jours où le thermomètre a dépassé les 32. Depuis 1947, seul le mois de juillet 2010 a fait mieux avec une moyenne de 32,8 degrés Celsius. Outre le réchauffement climatique, l'explication à cet épisode de chaleur hors saison se trouve dans le fait que la Martinique a été épargnée des ondes tropicales. Et cette année, les ondes tropicales n'ont pas été très actives, même si elles étaient normalement fréquentes, d'autant plus qu'elles se passaient souvent au sud de l'arc antillais, ce qui fait qu'il y a eu moins de nuages que d'habitude et un ensoleillement excellent. Et cet ensoleillement, évidemment, qui dit plus de soleil, dit aussi des températures plus élevées. On est quand même le deuxième mois de juillet le plus ensoleillé depuis plus de 70 ans. S'ajoute à cela des alizés plutôt faibles ce mois-ci. Ce qui a fait le bonheur de certains commerçants. Dans ce magasin, la vente de ventilateurs est en hausse. Grâce à ça, nous avons quasiment triplé la vente de nos ventilateurs sur toute la période de juillet déjà. Et ça continue. Les produits qui marchent le mieux en ce moment, ce sont les ventilateurs silencieux. On a également le ventilateur anti-moustique, donc c'est qui permet d'allier les deux, donc chaleur et la lutte contre les moustiques, et le ventilateur brumisateur. Ce beau mois de juillet laissera place à un début de mois d'août plus de saison, avec de nombreuses averses. Les premières pluies et orages devraient arriver dès ce mercredi. Et malheureusement, ça ne va pas durer. Information pratique, le prix du carburant à compter de demain, légère baisse pour le super sans-plan qui est à 1,33 € le litre, soit 1 centime de moins par rapport au mois dernier. Le gazoil routier est à 1,10 € le litre, plus 2 centimes par rapport au mois de juillet. La bouteille de gaz coûtera 21,14 €, soit 38 centimes de plus. En bref, ce sauvetage de 3 personnes par le Cross Antilles-Guyane, une yole vincentaise était à la dérive à 4 nautiques à l'ouest de Fort-de-France depuis hier soir 20h, secourue en milieu de nuit par les équipes de la sécurité civile. Avec l'aide d'un hélicoptère et d'une vedette, les 3 pêcheurs sont sains et saufs. À l'origine de leur mésaventure, une panne moteur. L'actualité sociale maintenant, avec d'abord cet accord sur les salaires dans le secteur du BTP. Les organisations syndicales et des salariés
et notamment les organisations de représentants des employeurs ont convenu d'une grille salariale qui sera revalorisée en 2 temps. Les précisions de Raymond Granville, porte-parole de l'intersyndicale, interrogé par Loïc Régis. Depuis 2015, 9 juin 2015, nous n'avons pas encore pu trouver un accord sur les salaires. Donc nous avons entamé une discussion en octobre 2016. La négociation a échoué. Et là, donc, depuis le mois de juin, nous avons entamé les négociations et nous avons pu aboutir à un accord le 26 juillet donc, 2017 sur lequel donc, les salariés ont pu obtenir donc, une augmentation de salaire à compter du 1er août de 1,2% et à compter du 1er novembre de 0,3%, puisque notre demande c'était 3%. Et compte tenu donc, des avancées, l'intersyndical a accepté les 1,5% en deux parties. En bref, toujours les vedettes tropicales, un conflit qui s'enlise, toujours à quai, les vedettes, depuis que les 22 salariés de l'entreprise ont donc entamé leur mouvement depuis le 27 juillet. Les négociations sont au point mort entre le syndicat CSTM qui soutient le mouvement et le dirigeant de l'entreprise, Charles Conconne. Et on apprend ce soir par communiqué que le président de la CTM, Alfred Marie-Jeanne, annonce avoir reçu aujourd'hui les représentants des vedettes tropicales. Le président de la collectivité qui a invité les deux parties à reprendre les négociations. Il a en outre demandé que l'accès de l'entreprise et au quai ouest du terminal Interrail soit libéré. Affaire à suivre. Cette remise de certificats pour le concours 30 entrepreneurs de moins de 30 ans, c'était ce matin à l'hôtel de la CTM, une récompense de l'organisation des États de la Caraïbe dont a bénéficié 2 chefs d'entreprise martiniquais, Jacques Sanquer d'Outre-mer Solutions et Sébastien Célestine. On écoute les réactions recueillies par Louis Sabas. Ça donne une dimension quasi internationale à une toute petite entreprise. Donc ça déjà c'est quelque chose dont il va falloir tirer un certain profit, le faire correctement, avec sérieux. Et au-delà de ça, c'est également la possibilité de développer de nouveaux échanges avec de nouveaux territoires, de nouvelles cultures, voir comment ça se passe aussi en dehors de l'outre-mer français. Cette simple mise en réseau, mise en connexion avec les différents États membres de l'OECS est déjà une opportunité et en soi une aide merveilleuse. C'est assez important parce qu'on est dans une logique de développement justement sur la zone Caraïbe, dans ce type de marché. Donc ça va nous permettre de développer des choses, ça vient récompenser le travail aussi déjà accompli. On veut commencer à travailler par exemple sur la Dominique, sur Sainte-Lucie et puis les îles avoisinantes. Donc ça va nous permettre d'aller plus vite et de ne pas avoir besoin d'aller avec notre sac à dos sans connaître personne, faire du démarchage. Et là, je pense qu'on pourra accéder plus facilement à des partenaires locaux et dans de bonnes conditions. Retour sur l'actualité du Tour des Yoles, on en parlait hier, l'impact économique du Tour. Ce soir, le juteux marché lié à la publicité. De nombreuses enseignes profitent de cet événement où tous les regards sont tournés pour afficher leur marque. Bémol, si certaines jouent le jeu en payant la Fédération des Yoles, d'autres s'incrustent sans droit, mettant en péril l'équilibre financier de la compétition. On voit cela avec ce reportage d'Anaïs Gall. Rien n'échappe au contrôle d'Alain Richard. Dans son collimateur aujourd'hui, le véhicule d'une entreprise qui ne devrait pas se trouver là. Elle n'a pas signé de convention avec la Fédération des Yoles Rondes. C'est bon pour moi. Ok. On va continuer, on va voir s'il y en a encore d'autres comme ça. Ouais. Et si ici la marque est bien partenaire du Niol, elle ne l'est pas officiellement du Tour. Pour la Fédération, c'est un énorme manque à gagner. Ce sont beaucoup d'efforts, des efforts financiers, et on ne peut pas accepter que des entreprises, et pas des moindres, puissent profiter gratuitement, je dirais, de l'opération, sans imaginer, ne serait-ce que contacter par respect la fédération. Un abus, loin d'être un cas isolé. Pendant le Tour de la Martinique des Yoles Rondes, nombreux sont les commerçants à profiter de la notoriété de la manifestation pour vendre. Pourtant, l'utilisation de l'image, de la réputation ou du nom de l'événement sans son accord ne serait pas autorisée. Tania est entre autres chargée de la régie publicitaire de la fédération. Alors tous les jours, elle veille au grain. On regarde un petit peu et vous voyez que vous avez énormément de marques, de grandes marques nationales comme locales, qui utilisent le mot Yole, Tour des Yoles, Yoles Rondes, enfin Yole dans toutes les sauces pour communiquer, sans jamais penser que derrière, il y a des organisations qui coûtent très cher
et que le grand public, lui, on lui offre la manifestation. Pourtant, la marque Yole Ronde est déposée à l'INPI depuis une vingtaine d'années. Les annonceurs n'ont donc pas le droit d'utiliser cette appellation. Pourtant, elle ne cesse d'augmenter au fil des années. La fédération tente de reprendre le contrôle. La fédération est dans une démarche pédagogique d'expliquer que les Yole, ça a un nom, c'est une marque. Et bien sûr, peut-être que l'année prochaine, il faudra passer à de la répression parce qu'on ne peut pas mettre en danger le financement de cette belle manifestation en laissant utiliser la marque à tout va. Pour l'avocat en charge du dossier, il est urgent de protéger la marque Yole Ronde. Il en va de la survie de la fédération. Quasiment toute l'économie de l'île cette semaine tourne autour de cet événement sportif et tous ces opérateurs aujourd'hui cherchent à tirer un avantage de cette situation. Ce qui a une double conséquence. La première, c'est que déjà les parrains officiels de la fédération ont de plus en plus de mal à vouloir maintenir leur engagement aux côtés de la fédération, faute pour cette dernière de créer une réelle distinction entre les partenariats officiels et les autres entreprises qui associent leur image. Et la deuxième conséquence, c'est que ce sont autant de financements qui ne profitent pas à la fédération et uniquement à ces opérateurs privés et qui du coup fragilisent de plus en plus la situation financière de la fédération. Cette année, la fédération a choisi de miser sur une communication digitale afin d'attirer un plus large public et donc plus de partenaires, sans lesquels l'avenir du Tour des Yoles risque d'être compliqué. On va parler maintenant de la crise qui secoue le Venezuela avec notre invité ce soir, Maurice Belleroule. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un spécialiste, professeur émérite de l'université sur les questions du Venezuela. On va revenir d'abord sur les causes de cette crise qui a commencé maintenant il y a plus d'1 an. À l'origine, c'est une crise économique. Mais je pense qu'il faut remonter un peu plus loin parce que si on ne parle pas de Chavez, on ne comprend pas la crise. Donc je vais résumer très rapidement. Pour dire que Chavez a été élu en décembre 1998. C'est un ancien militaire et il est mort le 5 mars 1813. Donc il a voulu mettre son programme en application parce qu'il s'est proposé dès le départ de procéder à une révolution démocratique au Venezuela, révolution sociale surtout, révolution aussi culturelle. Mais il s'est trouvé confronté très tôt à l'hostilité de la grande bourgeoisie vénézuélienne et aussi d'un autre pays que je vais nommer, parce qu'il faut le nommer, ce sont les États-Unis, qui ont des intérêts très importants au Venezuela à cause des richesses du pays, notamment ses richesses en pétrole, si bien que Chavez a été victime d'un coup d'État en avril 2002, qui a duré 48 heures. Ensuite, le 2 décembre 2002 a commencé une grève du pétrole, une grève qui a été organisée par le grand patronat Venezuela et aussi un syndicat d'ouvriers. C'est arrivé qu'il y ait une alliance contre nature entre un syndicat patronat, le plus riche du pays, et un syndicat ouvrier. Et cette grève du pétrole a duré 2 mois. Et Chavez, finalement, est mort le 5 mars 2013. Il a été remplacé par Nicolas Maduro comme président provisoire. Et ensuite, Maduro a été élu en avril 2013. Alors merci pour ces éléments de contexte. On va rappeler quand même que vous êtes un professeur, vous avez une vue assez objective sur la question, même si vous êtes aussi l'un des auteurs du journal Justice qui s'occupe notamment du journal de tendance communiste. Alors on va maintenant venir sur cette crise et notamment sur les derniers éléments. Ce soir, on apprend que les États-Unis ont gelé les avoirs de Nicolas Maduro après que dimanche, hier, une élection de d'une assemblée constituante ait été mise en place pour changer la Constitution. Quel est vraiment l'objectif de cette élection? Il faut rappeler d'une part qu'il y a eu le 16 juillet une consultation populaire organisée par l'opposition. L'opposition a obtenu 7 600 000 voix. Et le 30 juillet, donc dimanche, il y a eu l'élection de cette assemblée constituante voulue par Nicolas Maduro, et d'après ce que j'ai lu ce matin, 8 millions de personnes auraient voté pour donner leur accord à cette constituante, ce qui représente 41,53%
des électeurs. Alors, quel est l'objectif de Nicolás Maduro avec cette voilà, assemblée donc, constituante? Maduro s'est trouvé confronté à une opposition systématique depuis son élection, dans la suite du gouvernement de Chavez. Et en décembre 2015, il se trouve que l'Assemblée nationale a été conquise par l'opposition. Ils ont voté le 6 décembre comme nous en Martinique, n'est-ce pas, pour la CTM. Il se trouve que l'opposition est majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc Maduro se trouve coincé. Donc le pouvoir, en quelque sorte, qui était jusqu'à maintenant acquis à Chavez et à Maduro, donc lui a échappé, le pouvoir législatif. Donc il a trouvé cette solution d'une Assemblée nationale constituante qui, d'après ce que j'ai lu, est conforme à la Constitution du Venezuela. Alors, depuis le début de la crise, on dénombre plus de 110 morts selon les médias internationaux. Selon vous, est-ce qu'il y a une répression sanglante dans ce pays? Il faut d'abord rappeler qu'après l'élection de Maduro, il y a eu un phénomène similaire. En 2014, début 2014, l'opposition a lancé des actions violentes dans plusieurs villes du Venezuela et il y a eu environ 60 morts. Il y a eu ensuite, de la part de l'opposition, une volonté d'amnistier les responsables. En tout cas, ce n'était pas nouveau. Et puis maintenant, il se trouve que ça a recommencé effectivement. Il paraît que depuis le 1er avril 2017, il y a eu environ 120 morts. Et dimanche, il y a eu d'autres morts. J'ai lu différents chiffres, ça va de 5 à 12. En tout cas, il y a eu des morts. Et j'ai même vu sur Internet des photos, notamment une photo représentant 2 motos de policiers, 3 motos de policiers qui explosaient parce qu'on avait balancé une bombe contre ces motos. Ça veut dire qu'il y a une violence de rue qui est organisée par l'opposition. L'opposition, évidemment, se dit démocratique. L'opposition s'était regroupée au sein d'une structure qui s'appelle Table de l'unité démocratique. Mais en réalité, l'opposition a en son sein, je n'ai pas dit que tous les opposants sont des violents, non, mais il y a un secteur de l'opposition qui manifestement est d'accord pour la violence armée au Venezuela. Quelles sont les sorties de crise, la sortie de crise possible? Est-ce que notamment il faudrait notamment que les ONG puissent intervenir, notamment pour rétablir les services, la santé, la nourriture? Et est-ce qu'il faudrait aussi que les organisations internationales, les États interviennent? La situation est très complexe dans la mesure où il y a une crise interne. Il y a ce qu'on a appelé la guerre économique, la guerre médiatique menée par l'opposition contre le gouvernement. Ce n'est pas un mythe, parce qu'il y a effectivement une politique pour créer une pénurie volontaire des produits de Alors pour la nécessité. sortie de crise. Voilà. Ensuite, il y a eu une contrebande très intense vers la Colombie. Beaucoup de produits qu'on trouvait par Venezuela, on les trouvait en Colombie. Donc c'est un facteur interne. Et il y a aussi d'autres facteurs externes, c'est évidemment la pression des États-Unis. Donc au-delà des facteurs, la sortie de crise possible, Alors quelles la sont sortie les de solutions? crise, comment je peux la concevoir? C'est par le dialogue. Je pense que l'Assemblée constituante va peut-être créer un cadre juridique nouveau, mais l'opposition n'en veut pas. Donc là, il y a un blocage systématique et beaucoup de pays, n'est-ce pas, d'Amérique latine et l'Union européenne, les États-Unis, ont dénoncé cette élection de dimanche. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que ces pays-là fassent pression sur l'opposition du Venezuela pour qu'elle cesse pour qu'elle renonce à sa position offensive. Donc je pense qu'il faut absolument qu'on trouve un consensus entre Vénézuéliens. Je pense que c'est la seule solution. C'est un pays qui a connu beaucoup de violence. Je n'ai pas fait un coup d'histoire du Venezuela, mais c'est un pays qui n'a jamais vécu en démocratie. La démocratie formelle est née au Venezuela le 23 janvier 1958. Merci beaucoup, Maurice Belrose. Donc voilà, il faut absolument arriver à un consensus. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet. Ah bah c'est mon vœu. On rappelle ce soir donc les dernières informations, notamment le président Donald Trump qui a donné des sanctions contre Nicolás Maduro. Merci encore. Allez, au revoir. Restez avec nous à suivre dans votre journal l'actualité des régions. En Guadeloupe, un hôpital flambant neuf à Capesterre-Belo. Il a ouvert ses portes ce lundi. Et puis le meilleur de votre JT des communes de la saison ce soir, retour chez Montyaya pour une activité escrime, un sport de bien-être pour les personnes âgées. En Guadeloupe, l'établissement était très attendu. L'hôpital de Capesterre-Belo, je vous le disais il y a un instant, a ouvert ses portes ce lundi aux patients et aux professionnels de santé. Des locaux ultramodernes visités pour nous par Linda Kayersi.
Équipement ultramoderne, bâtiment plus adapté aux normes actuelles, le nouveau centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau fait peau neuve. Tout d'abord, on va retrouver des conditions d'accueil meilleures pour les patients, ce qui nous permettra de pouvoir respecter le minimum qu'on puisse donc leur offrir, c'est-à-dire le respect de leurs droits essentiels, l'intimité, la vie privée et aussi le droit à avoir des soins de meilleure qualité. Ensuite, on va retrouver également de meilleures conditions de travail pour les personnels. Donc aujourd'hui, les choses seront mieux parce qu'on a plus d'équipements, on a plus d'espace et voilà, la vie même dans l'établissement sera meilleure entre l'alchimie entre le patient et les personnels. Le centre hospitalier offrira une palette de services, notamment des soins gériatriques. À cela s'ajoute un hôpital de jour ainsi qu'un EHPAD. S'agissant de la partie hospitalière, nous pourrons accueillir 85 patients. Entre donc l'USLD, l'unité de soins de longue durée, les soins de suite, qui sont donc des soins post-médecine ou post-chirurgie, et l'hôpital de jour, nous pourrons donc accueillir, je le disais, 85 patients. Sur le secteur médico-social, où nous avons créé un EHPAD de 102 lits, voilà, nous pourrons accueillir autant de résidents. Les nouveaux locaux vont accueillir 120 personnels, auxquels s'ajouteront 80 agents de plus d'ici la fin de l'année. Une réalité augmentée, mais pas sans difficulté. L'UTS-UGTG a introduit un arrêté auprès du tribunal administratif demandant l'annulation de l'arrêté du maire autorisant l'ouverture de l'établissement, au motif que la commission départementale de sécurité du 9 juin a émis un avis favorable à l'ouverture du centre hospitalier à la suite d'un avis défavorable en date du 13 mai émis par le bureau de contrôle Veritas. Comme je l'ai dit donc au secrétaire général de l'UTS-UGTG, il s'agit surtout de prendre en compte la condition des patients. Voilà. Aujourd'hui, nous avons un hôpital qui est fini, nous avons un arrêté d'ouverture, nous avons des contrôles qui ont été exercés, même s'il y a une différence de vue et d'appréciation entre la commission de sécurité et le bureau de contrôle, il s'avère que les conditions sont totalement respectées en sécurité pour accueillir les patients. Donc j'ai pris ma décision de déménager et pour permettre, comme je le disais tout à l'heure, que les patients puissent avoir des conditions réellement meilleures d'accueil et de prise en charge. Le nouveau centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau sera inauguré officiellement le 9 août prochain. Et puis toujours en Guadeloupe, l'actualité sportive en cyclisme, la 3e étape du Tour international entre Gourbières et Trois-Rivières est revenue à Antoine Bravard de Bondy en Bresse. Luis Sablan et le japonais Nabambu Ishibashi complètent le podium. Le premier martiniquais Cédric Eustache termine 12e à 2 minutes 07 secondes du vainqueur. Direction la Guyane, pendant les vacances, certains en profitent pour découvrir un sport, notamment l'aïkido. Un stage d'initiation destiné aux plus jeunes était organisé. Le reportage de Jade Létard-Métan et de Jonathan Lariot. Un art martial non violent. Ces jeunes enfants tentent de saisir la complexité de l'aïkido. Pas si facile quand les arts martiaux sont généralement associés à la violence physique. C'est du sport pour apprendre à se défendre, pour mieux se défendre. C'est pour apprendre, mais c'est pas pour se battre. Pour apprendre à me défendre, parce que tous les jours à l'école, on me massacre. Se défendre, oui, mais en respectant l'intégrité physique de son adversaire. Les jeunes stagiaires apprennent ainsi à saisir leur partenaire dans les règles de l'art. On change, on le fait ensemble. Je change de garde, je présente la main gauche. Je mets le pied gauche dans le cercle. Chaque chute est accompagnée et jamais exécutée dans le but de nuire. Un respect de l'autre omniprésent sur le tatami et qui peut s'avérer bénéfique dans la vie quotidienne. Je pense que plus tôt on leur permet d'avoir accès à ce genre de valeurs, qu'ils perdent au fil du temps, soit par le manque de structure ou une non-volonté de leur entourage, ça permet donc de recadrer un petit peu les choses pour que dans la société, c'est une règle que ce soit au niveau de l'école ou autour d'eux, dans leur quartier. Donc pour essayer d'endiguer un petit peu la violence, si on leur apporte un peu de base, je vais dire humaine, dans les différentes disciplines comme l'aïkido, je pense que cela apporterait une bonne chose pour notre société.
Des stages qui doivent se poursuivre au mois d'août. Peut-être le temps nécessaire pour faire comprendre aux plus jeunes que l'on peut faire tomber sans faire mal. Voilà, c'est l'heure de retrouver votre JT des communes. On débute avec ce jardin très prometteur au Vauclin, toujours en chantier des jeunes en recherche d'insertion sociale. Ils ont entre 16 et 25 ans, ils sont étudiants ou encore en recherche d'emploi. Leur but, cultiver ce jardin pour le rendre fertile pour leur avenir. Le reportage de Loïc Régis. Ces bacs de culture accueilleront bientôt leurs plants. On aura les plantes médicinales. Et puis les bacs qui sont un peu plus en hauteur, on aura des plantes à cycle court. Voilà. Comme quoi ? Comme de la tomate, carottes, tout ce qui peut encore intéresser les enfants des écoles. En travaux depuis plusieurs semaines, le site commence à prendre forme. Une vingtaine de jeunes en insertion ou étudiants en vacances préparent le futur jardin pédagogique. Comme je vais rentrer au LECTA, donc c'est agricole, donc ça me prépare quand même au lycée à la première. Et pour moi, c'est une bonne opportunité. Ça ne me dérange pas d'aider, comme je sais que c'est pour les enfants, donc ça ne me dérange pas. Je le fais avec plaisir. Je me suis inséré ici pour l'instant pendant un contrat de 8 mois à 6 mois. Et puis là, pour l'instant, il nous reste à faire seulement le plan de la terre et puis mettre des cailloux à terre pour que les herbes ne poussent plus. Une bonne répartition des tâches afin d'être efficace. Le sol est nettoyé et travaillé. Prochaine étape, l'aménagement. On souhaite un peu, on va dire, égayer avec un peu de couleur, avec un peu de la récupération comme l'aménagement avec du bambou et tout. Préconiser aussi le paillage organique parce que montrer aux enfants que le chimique, c'est pas trop efficace. Faire de la terre un outil d'insertion et de cohésion sociale. Avant même la livraison du chantier, les ambitions sont nombreuses. Il y a une forme éducative et il y a une forme aussi où on pourra aussi produire des produits qui seront peut-être demain matin sous forme de panier, sous forme productive, sous forme qu'on pourra revendre. Le projet est né d'un partenariat entre l'association Jeunesse Vauclinoise et la ville du Vauclin. Le jardin pédagogique sera avant tout destiné aux écoles de la commune. Enseigner aux enfants l'art du jardinage créole. Beaucoup de jeunes maintenant ne savent plus ce que c'est que jardiner, ne connaissent plus les produits du terroir. Et donc pour nous, l'intérêt c'était de leur permettre de redécouvrir le jardinage, de le mettre au cœur de la ville. Un site pionnier, le quartier Petite Ravine est le premier à accueillir un jardin pédagogique au Vauclin. D'autres pourraient voir le jour dans les mois à venir. Direction Sainte-Luce maintenant chez Montyaya, un centre d'accueil de jour pour personnes âgées. Il a organisé en mars dernier un atelier d'escrime pour les malades de l'Alzheimer. Hubert Bornil avait pu y assister. Regardez. Menton. Et je prends tout simplement mon tout premier cours d'escrime en présence de ces grandes personnes. Ça se passe ainsi tous les jeudis avec l'amicale des escrimeurs de la Française. On apprend donc les rudiments de ce sport. Vers l'avant, voilà. Là, sans faire tomber. Et puis vous tournez. Chez Montyaya, un nom qui sonne bien pour indiquer qu'on cible des personnes d'un âge avancé. La structure accueille en journée des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et troubles apparentés ou des personnes âgées en perte d'autonomie. Nous les accueillons de 8h à 16h pour favoriser du répit aux familles et pour permettre un peu aux gens de sortir de leur isolement et de pouvoir faire des activités. La plupart de ces personnes proviennent du territoire sud de Martinique. Chaque jour, un bus se charge de les conduire au centre, puis les ramener à la maison. Nous avons des assistantes de soins en gérontologie, une aide-soignante, nous avons une psychomotricienne qui n'est pas là le jeudi, et donc moi la directrice l'infirmière, et une auxiliaire de vie. Le principe de Montyaya, c'est de permettre à ses invités du grand âge de prendre part à des activités sans contrainte. Chacun ici est libre ou pas de suivre le cours. Le jeudi, c'est escrime. L'escrime a été reconnu comme étant un sport permettant un certain nombre de situations et d'états de bien-être pour les personnes âgées notamment, pour les personnes qui relèvent de cancer du sein, pour les personnes qui ont subi des abus sexuels. Donc vous voyez, la Ligue d'escrime varie un petit peu les activités. Et les clubs sont partie prenante de telle ou telle activité. Donc l'amicale des escrimeurs est partie prenante de cette activité pour les personnes âgées. Pendant ce temps-là, d'autres ont choisi de se détendre par la danse.
C'est tout cela, l'ambiance chez Moyaya, et c'est à la portée de toutes les bourses, rien que pour donner un tout petit peu de bonheur à ses parents. En tout cas, merci, messieurs, dames. J'ai été bien reçu, bien accueilli. C'est pas dit que je ne reviendrai pas. Hein. En tout cas, j'ai apprécié l'escrime. À bientôt. Et pour refermer ce journal, cette information pratique, comme chaque soir, votre planning pour le don du sang. Demain, vous avez rendez-vous entre 8h et 13h à la gare routière de Ducos, en face de l'école Les Flamboyants, avec toute l'équipe de l'EFS. Avant de se quitter, je vous rappelle les informations principales développées dans cette édition. Rosette Orange Caraïbes en rouge, l'équipage remporte la première étape du Tour des Yoles de Martinique 2017 en franchissant la ligne d'arrivée aux Anses d'Arlé avec 35 secondes d'avance demain. Prochaine étape, direction le Marin. Le Tour des Yoles, côté publicité, un enjeu financier très important pour la fédération qui lutte contre les entreprises qui affichent leur image sans payer les droits. Nous avons suivi une brigade chargée de détecter les contrevenants. La chaleur très présente au mois de juillet, jusqu'à 32,4 degrés Celsius enregistrés par Météo France. Les vendeurs de ventilateurs se frottent les mains. Vous avez vu, les Martiniquais cherchent de la fraîcheur. Et puis notre coup de cœur, on vient de le voir, un chantier d'insertion destiné aux jeunes en recherche d'emploi et aux étudiants. Un jardin installé au Vauclin, au quartier Petite Ravine, à l'initiative de l'association Jeunesse Vauclinoise. À suivre la rediffusion de votre destin d'outre-mer. Mickaël Gouassid, je suis paraplégique. 19h45, la météo de Ruth Fortuna. 20h, le magazine du Tour des Yoles avec Hubert Bornil et Jean-Claude Asselin de Beauville. 20h15, enquête exclusive. Les yachts, nouvelle passion des milliardaires. On se retrouve demain avec grand plaisir.